Ah, mon enfant, assieds-toi près de moi. Laisse-moi te raconter une histoire. Pas une de ces histoires de princesses et de châteaux lointains, mais une histoire de la vie, de celle qui se tisse avec les fils fragiles de l'amour et les épines acérées de la déception. Le temps, vois-tu, est une chose curieuse. Il file sans qu'on s'en aperçoive. Et puis un matin, on se regarde dans le miroir et on se demande où est passée la jeune fille qu'on était. Ce matin-là, pour mes 73 ans, ce n'est pas une jeune fille que j'ai vue, mais une mère qui allait devoir apprendre la plus dure des leçons. Parfois, l'amour ne suffit pas. Aujourd'hui, j'ai eu 73 ans. Je me suis réveillée à 6 heures, comme d'habitude, bien que je n'ai plus besoin de me lever si tôt depuis longtemps. Une habitude forgée par des décennies à devoir ouvrir la quincaillerie avant 8 heures. Henri avait toujours dit que se lever tôt était un signe de discipline. Henri disait beaucoup de choses. La plupart de ces maximes se sont révélées n'être que des mots. Je suis sortie du lit dans lequel je dormais seule depuis 10 ans et je suis allée à la fenêtre. Tour se réveillait avec moi. Le vieux facteur Bertrand livrait déjà le courrier du matin. Madame Hamilton promenait son carlin et les lumières étaient allumées à la boulangerie des Jenkins. 50 ans que je voyais le même tableau. Mais les visages changent. Le père de Bertrand livrait le courrier avant lui. Madame Hamilton avait un chat au lieu d'un chien, et c'étaient les parents Jenkins qui tenaient la boulangerie. Et moi, je n'étais pas une vieille femme, mais une jeune femme avec 3 enfants et un mari qui me promettait le monde. Mon reflet dans la vitre m'a rappelé qu'il ne restait plus grand-chose de cette jeune femme. Des cheveux gris que j'avais cessé de teindre il y a 5 ans. Des rides que j'avais arrêté de cacher sous le maquillage à peu près à la même époque. Des bras aux veines saillantes et aux articulations noueuses. Résultat d'années de travail à la boutique où Henri et moi vendions des clous et des vis. Je me souviens encore de la sensation des lourdes boîtes de clous, des pots de peinture, des rouleaux de papier peint qu'il fallait traîner d'un endroit à l'autre. Le téléphone sur la table de chevet était silencieux. Je n'attendais pas d'appel. Mes enfants se souviennent rarement de mon anniversaire. L'année dernière, Amélie a envoyé une carte avec 3 jours de retard. Julien a envoyé un message sur Facebook et Thomas. Eh bien, Thomas a appelé, mais seulement pour demander de l'argent pour une nouvelle chaîne hi-fi. J'ai enfilé une vieille robe de chambre, je suis descendue à la cuisine et j'ai mis la bouilloire en marche. J'ai ouvert le réfrigérateur à moitié vide, comme d'habitude. Pourquoi cuisiner pour une seule personne? J'ai sorti un œuf, un peu de fromage, la dernière tomate, une omelette pour un petit déjeuner d'anniversaire. Pourquoi pas? Pendant que je préparais mon repas, mes pensées, comme toujours, sont revenues au passé, le jour où j'ai rencontré Henri Dubois au bal de l'école locale. Je n'avais que 10 à 8 ans. Il en avait 22. Il venait de rentrer de l'armée si beau dans son uniforme avec un sourire confiant et des histoires sur les endroits où il était allé. Je n'avais jamais voyagé en dehors de Tours et je l'écoutais bouche bée. 3 mois plus tard, nous étions mariés et 1 an plus tard, Amélie naissait. Je me souviens de l'avoir tenue dans mes bras, si petite, si sans défense. Henri était heureux surtout quand Julien est né 2 ans plus tard. Il avait un fils, maintenant un continuateur du nom de famille. Nous vivions dans un petit appartement, au-dessus de la quincaillerie qu'Henri avait hérité de son père. L'argent suffisait à peine, mais nous étions jeunes et pleins d'espoir. Thomas est né quand j'avais 25 ans, un 3e enfant non planifié, mais aimé. Henri avait commencé à boire à ce moment-là. Pas énormément, mais régulièrement. Les affaires n'allaient pas aussi bien qu'il l'espérait à la boutique et il noyait ses frustrations dans le whisky. J'ai commencé à travailler davantage à la quincaillerie, laissant les enfants à la garde de ma mère. Et quand maman est tombée malade, j'ai dû me déchirer entre les enfants, la boutique et prendre soin d'elle. Henri restait de plus en plus tard dans les bars. Il rentrait plus souvent en titubant et en jurant. Il n'a jamais levé la main sur moi, je ne peux pas lui reprocher ça. Mais les mots blessent parfois plus que les coups, surtout quand ils sont prononcés par la personne que l'on aime. Je me souviens qu'Amélie m'a demandé à 12 ans pourquoi je ne quittais pas papa. Parce que la famille passe avant tout, ma chérie, avais-je répondu à l'époque. Mais la vérité, c'est que je n'avais aucune idée de comment j'aurais pu subvenir aux besoins de 3 enfants seuls, sans éducation, sans compétences, sans soutien. Ma mère était morte à ce moment-là, ne me laissant que de vieilles photographies et une Bible usée. L'omelette a brûlé pendant que je me remémorais. J'ai éteint le feu et je l'ai transvasée dans une assiette.
Un petit déjeuner brûlé le jour de mon anniversaire, un symbole approprié pour ma vie. J'ai toujours eu l'impression d'être sur le point d'avoir le temps de faire quelque chose de bien, mais les choses tournaient mal à la dernière minute. Amélie a grandi têtue et déterminée. Elle excellait à l'école ramenant toujours des prix à la maison. Elle me ressemblait tellement physiquement, mais elle était différente à l'intérieur. Je n'ai jamais su me défendre, mais elle l'a fait depuis qu'elle était toute petite. À 10 à 8 ans, elle a obtenu une bourse pour la faculté de droit à Paris. Et elle est partie revenant rarement à la maison. Aujourd'hui, c'est une avocate à succès, mariée à un homme d'affaires tout aussi brillant. Ils ont 2 enfants, mes petits-enfants, que je n'ai vus qu'en photo sur les réseaux sociaux. Julien a suivi les traces de son père, non pas en ce qui concerne la boisson, mais en termes de manque d'ambition. Il a obtenu un diplôme de l'IUT, a trouvé un emploi de bureau dans une compagnie d'assurance et a épousé une gentille fille nommée Sophie. Ils ont 3 enfants, vivent à 2 heures de chez moi. Ils appellent de temps en temps, 1 fois par an pour Noël. Julien a toujours été un enfant calme et discret, et il est devenu cet adulte-là. Et puis il y avait Thomas, mon plus jeune, le plus beau de mes enfants, avec des fossettes sur les joues et un sourire charmant. Henri le gâtait quand il était sobre. « C'est mon petit prince », disait-il en lançant le bébé rieur jusqu'au plafond. Puis il se retirait au bar pour la soirée, me laissant avec un bébé qui pleurait les tâches ménagères et les factures. Thomas a grandi en sachant qu'il pouvait obtenir tout ce qu'il voulait simplement, en souriant et en demandant. D'abord de moi, puis des professeurs, puis des filles. Il a changé d'université comme de chemise. Nulle part il ne trouvait quelque chose qui lui plaisait vraiment. Il changeait de travail tout aussi souvent et revenait toujours à la maison quand l'argent venait à manquer. J'ai fini mon thé et j'ai regardé l'horloge. Il était presque 8 heures. L'heure de me préparer pour le cercle de lecture, le seul divertissement que je m'autorise. 1 fois par semaine, nous nous réunissons avec des femmes de mon âge à la bibliothèque et nous discutons de livres qui n'intéresseraient guère quelqu'un de moins de 60 ans. Je monte lentement les escaliers, sentant la douleur dans mes genoux. L'arthrose progresse, mais j'essaie de l'ignorer. Le médecin dit qu'une opération est nécessaire, mais qui s'occupera de moi après Thomas. Je ne pense pas. Henri est mort il y a 10 ans. Une crise cardiaque à la quincaillerie au milieu des pots de peinture et des boîtes de clous. Je l'ai trouvé en revenant de déjeuner. Il était étendu sur le sol regardant le plafond avec des yeux vides. Après les funérailles, j'ai vendu la boutique. C'était juste assez pour payer mes dettes et mettre un peu de côté pour mes vieux jours. Je me suis habillée, je me suis regardée dans le miroir. Une robe bleue foncé, la broche en perles qu'Henri m'avait offerte pour notre 20e anniversaire de mariage. Un rare moment de générosité. Mes cheveux gris étaient rassemblés en un chignon soigné. J'ai appliqué un peu de rouge à lèvres, une petite concession à la vanité. Le téléphone a sonné et j'ai sursauté de surprise. Thomas s'est enfin souvenu de l'anniversaire de sa mère. « Allô, Madame Dubois. C'est Hélène du cercle de lecture. Je voulais juste vous dire qu'il n'y a pas de réunion aujourd'hui. Marguerite a la grippe et Elisabeth est partie chez sa fille. » Oh, fut tout ce que je pus dire alors que la déception m'envahissait. Merci de m'avoir prévenu. Joyeux anniversaire au fait, on s'en souvient. C'est juste que ça tombe mal avec l'annulation. Ce n'est rien, Hélène. Merci pour tes vœux. J'ai raccroché et je me suis regardée à nouveau dans le miroir. J'avais toute une journée devant moi et rien pour la remplir. Je pourrais aller au parc nourrir les canards. Je pourrais aller au supermarché faire quelques courses. Je pourrais regarder la télévision. Mon regard est tombé sur une photographie sur la commode, nous tous ensemble lors d'un pique-nique au parc. Amélie a environ 12 ans, avec des couettes et un air sérieux. Julien, environ 10 ans, avec un genou écorché et un sourire auquel il manque 2 dents de devant. Thomas Petit, environ 5 ans, assis sur mes genoux. Et Henri, sobre souriant, la main sur mon épaule. Un rare moment de bonheur familial, capturé par un passant quelconque. Je me souviens de ce jour. Comment nous avions fait griller des saucisses sur les braises. Comment les enfants avaient joué au badminton. Comment Henri racontait des blagues qui nous faisaient tous rire aux larmes. C'était avant qu'Amélie ne commence à avoir honte de nous. Avant que Julien ne se renferme sur lui-même. Avant que Thomas ne réalise qu'il pouvait manipuler les gens.
Le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, j'ai pris mon temps pour décrocher. Allô? Maman? C'est Thomas. Mon cœur a tressailli comme il le faisait toujours au son de sa voix. Quoi qu'il arrive, il restait mon petit garçon. Thomas, bonjour. Joyeux anniversaire, maman. Désolée, c'est si tôt, mais j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Merci, mon chéri. Comment vas-tu? Je vais super bien. Formidablement bien. Écoute, j'ai des nouvelles. Je vais venir te voir ce week-end. D'accord. Il y a quelque chose d'important à discuter. Je connais ce ton. Autrefois, il signifiait « j'ai raté mes examens, puis je me suis fait virer, et ces derniers temps, c'est plus souvent « j'ai besoin d'argent ». Bien sûr, mon chéri. Je serais ravie de te voir. Super. Et je ne viens pas seule. Je vais te présenter quelqu'un de très spécial. Une petite amie. Thomas changeait de petite amie aussi souvent qu'il changeait de travail. La femme de ma vie, maman. Mais on en parlera quand on se verra. Je dois filer. Je t'aime. Il a raccroché avant que je puisse répondre quoi que ce soit. Typique de Thomas. Toujours pressé. Toujours en fuite. Je me suis lentement assise sur le bord du lit. La femme de sa vie. La dernière fois qu'il avait parlé comme ça, c'était à propos de Véronique, la serveuse, qu'il a larguée au bout d'un mois quand elle a réalisé qu'il n'avait pas d'argent. Ou de Zoé, l'actrice en herbe qui utilisait son appartement pour répéter avec son vrai petit ami. Ou de Daniel qui, peu importe. Je me suis levée et je me suis dirigée avec détermination vers le placard. Puisque le cercle de lecture était annulé, je pouvais faire quelque chose d'utile, comme trier de vieilles affaires que je voulais donner à une œuvre de charité depuis des lustres. Dans le placard, parmi les boîtes de photos et de vieilles lettres, j'ai trouvé un album de dessins d'enfants. Les dessins de Thomas, des traits vifs et désordonnés, représentant la maison, la famille, le soleil. Dans l'un d'eux, je lui tiens la main dessinée presque 2 fois plus grande qu'en réalité, avec un immense sourire et des cheveux comme une couronne. « Ma maman est la meilleure », était-il écrit en lettres maladroites en bas. Quand a-t-il cessé de penser ça? Quand ai-je cessé d'être une héroïne à ses yeux pour devenir juste un distributeur de billets? Je me souvenais d'avoir fait des heures supplémentaires pour payer ses tenues de virée. Football. Comment je m'étais privée de nouveaux vêtements pour lui acheter des baskets à la mode. De veiller tard le soir pour l'aider avec ses devoirs, même si j'étais épuisée. Et puis il y a eu les universités. 1, 2, 3. Maman, c'est pas mon truc. Je veux essayer autre chose. Et j'acceptais payant les factures croyant qu'un jour, il trouverait sa vocation. Je me souvenais de la nuit où Henri m'avait crié dessus, m'accusant de trop gâter mon plus jeune. « Tu en fais un tir au flanc », avait-il hurlé en agitant une bouteille vers moi. Et j'avais répondu « Je veux juste qu'il ait les opportunités que nous n'avons pas eues ». Mais quel en a été le résultat? Amélie, qui a gagné son propre argent pour ses études de droit, me parle à peine. Julien, qui n'a jamais rien demandé de spécial, n'appelle que pour les fêtes. Et Thomas, pour qui j'ai dépensé le plus de temps, d'argent et d'amour, prend tout cela pour acquis. J'ai fermé l'album et je l'ai remis dans le placard. Inutile de sombrer dans les regrets. Ce qui est fait est fait. Le reste de la journée s'est écoulé dans les tâches habituelles, lessive, nettoyage, préparation du déjeuner que j'ai mangé, seule en regardant les oiseaux par la fenêtre. Le soir, j'ai regardé un vieux film à la télévision, puis j'ai lu un roman que nous devions discuter au cercle de lecture. Le téléphone n'a plus jamais sonné. Ni Amélie ni Julien ne se sont souvenus de mon anniversaire. Ou peu. Être qu'ils s'en sont souvenus mais étaient trop occupés par leur vie pour appeler. Avant de me coucher, j'ai pris une pilule pour la tension, pour l'arthrose, pour l'insomnie, et j'ai regardé la photo d'Henri sur la table de chevet. « Regarde ce que notre vie est devenue », ai-je dit à son visage souriant. « Tu es parti, et je suis restée seule dans une maison vide, avec des enfants qui se souviennent à peine de moi. » Henri, bien sûr, n'a pas répondu. Il n'avait jamais été particulièrement bavard, même de son vivant. J'ai éteint la lumière et je suis restée à regarder dans l'obscurité. Thomas serait là ce week-end, avec la femme de sa vie. Je me demande comment elle est, cette nouvelle fille. J'espère qu'il aura plus de chance cette fois. J'espère qu'elle ne lui brisera pas le cœur comme les autres. Et j'espère que je n'aurai pas à le recoller encore une fois. J'ai fermé les yeux, sentant les pilules commencer à faire effet embrumant mon esprit. Demain serait un nouveau jour, tout comme aujourd'hui,
Et tout comme hier, et tout comme tous les jours précédents, depuis que j'étais seule dans cette maison pleine de souvenirs. Des années de sacrifice, des années de travail, des années à prendre soin des autres. Et que me restait-il? Le silence, la solitude et les appels occasionnels d'un fils qui a besoin de quelque chose. Mais il reste mon fils, et je l'aime toujours quoi qu'il arrive. Parce que c'est ce que font les mères. Aimer leurs enfants inconditionnellement même quand ça fait mal. Le samedi matin était étonnamment ensoleillé pour une fin octobre. J'étais levée plus tôt que d'habitude. Le sommeil était depuis longtemps mon compagnon peu fiable. Je me suis levée aux premières lueurs, me préparant pour l'arrivée de Thomas et de sa mystérieuse compagne. Toute la maison brillait de propreté. J'avais passé la veille à nettoyer comme si j'attendais la famille royale, pas mon propre fils, qui avait passé des années à vivre au milieu de chaussettes éparpillées et d'assiettes non lavées. Mais je voulais que tout soit parfait. Peu, être que cette nouvelle fille était vraiment spéciale. Peu, être qu'elle rendrait enfin mon Thomas heureux et responsable. J'ai fait sa tarte aux pommes préférées, un poulet rôti aux herbes, une salade de pommes de terre, selon la recette de ma mère. La table était dressée avec la plus belle nappe, celle que nous n'utilisions que pour les grandes occasions, quand Henri était en vie. La sonnette a retenti à 14 heures précises, une ponctualité inhabituelle pour Thomas, qui avait généralement au moins 1 heure de retard. J'ai arrangé mes cheveux, lissé les plis de ma robe, et je suis allée ouvrir. Sur le seuil se tenait mon fils beau comme toujours, dans un costume qui coûtait clairement plus cher qu'il ne pouvait se le permettre. À côté de lui, une grande blonde élancée au maquillage impeccable et aux yeux bleus froids. Autour de son cou scintillait un collier qui semblait trop cher pour une visite décontractée à sa future belle-mère. Maman. Thomas m'a serré dans ses bras avec un enthousiasme qui semblait un peu forcé. « Tu es magnifique, je te présente Éléonore. Éléonore de Vérac, l'amour de ma vie. » La jeune femme a esquissé un sourire répété et m'a tendu une main à la manucure parfaite. « Madame Dubois, je suis si heureuse de vous rencontrer enfin. Thomas m'a tant parlé de vous. » Sa voix était mélodieuse, mais quelque chose me mettait sur mes gardes. Peut être cette légère note de condescendance que j'avais appris à reconnaître au fil des années de travail à la quincaillerie en servant des clients riches qui me regardaient de haut. « Entrez s'il vous plaît, ai-je dit en m'écartant. Le déjeuner est presque prêt. » Ils sont entrés dans la maison et j'ai remarqué Léonore jeter un regard circulaire à mon modeste salon, un vieux canapé, un tapis usé, des photos de famille dans des cadres simples. Une lueur de déception a traversé ses yeux. « Comme c'est charmant », a-t-elle dit, et je pouvais presque sentir physiquement la fausseté de son compliment. « Merci », ai-je répondu. Henri et moi l'avons acheté il y a 45 ans. Beaucoup de souvenirs. « Henri, c'est le père de Thomas ?» a-t-elle demandé, bien que je fusse sûre que Thomas lui avait déjà tout raconté sur sa famille. « Oui, mon défunt mari. »« Oh, je suis désolée. Thomas a dit que... » C'était arrivé il y a longtemps. Il y a 10 ans, je me suis tournée vers mon fils. « Thomas, pourquoi ne montrerais-tu pas la maison à Éléonore pendant que je termine le déjeuner ?» Il a hoché la tête, clairement soulagé de s'éloigner d'une conversation potentiellement gênante. « Bien sûr, maman. Viens, ma chérie. Je vais te montrer où j'ai passé mon enfance. » Je suis retournée à la cuisine, écoutant leurs pas et leurs voix étouffées à l'étage. Quelque chose chez cette Éléonore me dérangeait. Peu être sa façon de se tenir comme si elle me faisait une faveur en étant ici, ou la façon dont elle regardait Thomas non pas avec amour mais avec une sorte d'intérêt calculateur. 15 minutes plus tard, ils sont descendus et je les ai invités à table. Éléonore s'est assise le dos parfaitement droit, comme si elle avait avalé une règle. Thomas s'est assis à côté d'elle, lui jetant un regard constant d'adoration mêlée d'incertitude. « Tout a l'air délicieux, Madame Dubois », a dit Éléonore en mettant une minuscule portion de salade dans son assiette. « Maman est la meilleure cuisinière du monde », a dit Thomas avec enthousiasme. « Tu dois goûter sa tarte aux pommes. C'est quelque chose. »« Je suis un régime sans gluten », a répondu Éléonore avec un léger sourire. « Mais je suis sûre que la tarte est merveilleuse. » J'ai remarqué que les épaules de Thomas s'affaissaient un peu. Il avait toujours été sensible au rejet même mineur. Alors j'ai décidé de détendre l'atmosphère. « Comment vous êtes-vous rencontrés ?» Thomas s'est redressé, clairement excité de raconter l'histoire. C'était comme dans un film Maman.
Tu te souviens que j'ai trouvé un travail dans cette agence de publicité il y a 3 mois. Éléonore est la directrice de création senior, La Poba. Elle est juste entrée dans mon bureau pour chercher des documents et je rangeais le désordre sur mon bureau et j'ai accidentellement fait tomber une pile de dossiers et elle m'a aidé à les ramasser et nos mains se sont touchées. Et j'ai trouvé ce nouveau venu maladroit absolument charmant. A terminé Éléonore pour lui, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Et puis il s'est avéré que nous avions tellement de choses en commun. Oui, c'est tout simplement incroyable. Thomas la regardait avec adoration. On adore tous les deux la cuisine italienne, les films de Woody Allen et les voyages. J'ai réprimé l'envie de rappeler à mon fils qu'il n'avait jamais été plus loin que la région voisine et que tout ce qu'il connaissait de la cuisine italienne, c'était la pizza et les spaghettis, bolognaise. Mais je ne l'ai pas fait. Les amoureux s'adaptent souvent aux intérêts de l'autre et il n'y a rien de mal à ça. « Que fais-tu à l'agence de publicité, Thomas ?» ai-je demandé, même si je savais qu'il occupait un poste subalterne. « Oh, je suis assistant chef de projet client », a-t-il dit comme s'il était au moins le vice-président de l'entreprise. Mais Grégoire, mon patron, a laissé entendre que je pourrais bientôt avoir une promotion. Thomas est un employé très prometteur, a confirmé. Éléonore, une note de sincérité dans sa voix pour la première fois. Il a certainement du potentiel. Je suis heureuse de l'entendre. J'étais vraiment heureuse. Peut être que cette fille avait vraiment une bonne influence sur lui. Et vous, Éléonore, directrice de création, ça a l'air impressionnant. Je suis responsable du développement des campagnes publicitaires pour nos clients clés. Elle s'est redressée encore plus, si c'était possible. Ce sont principalement des marques de luxe, des joailliers, des vêtements de créateurs de l'immobilier de prestige. J'ai un master en marketing de HEC et un diplôme de design de l'école Penningen. Impressionnant, ai-je dit sincèrement. Et quel âge avez-vous, si ce n'est pas indiscret ? 32 AT, elle répondit avec un sourire qui disait et je fais plus jeune, n'est-ce pas ? J'ai fait un rapide calcul mental. Thomas a 28 ans. La différence d'âge est faible, mais compte tenu de la différence de réussite professionnelle. Mais qu'est-ce que ça pouvait me faire ? S'ils étaient heureux ensemble, rien d'autre ne comptait. Et vous êtes dans une relation sérieuse ? Ai-je demandé bien que ce soit évident à la façon dont ils se tenaient ? Thomas et Éléonore se sont regardés les mêmes sourires énigmatiques sur leurs visages. En fait, maman, Thomas a pris la main d'Éléonore. On a une nouvelle pour toi. On est. Point fiancé a terminé Éléonore, tendant sa main gauche, sur laquelle scintillait une énorme bague en diamant. J'ai failli m'étouffer avec un morceau de poulet. Ils ne se connaissaient que depuis 3 mois et ils étaient déjà fiancés. C'est merveilleux, ai-je dit, en essayant de paraître sincère. Félicitations à vous deux. Merci, maman. Thomas rayonnait de bonheur. Je savais que tu serais contente. On prévoit de se marier au printemps. Si tôt, je ne pouvais cacher ma surprise. Le 16 avril, a précisé Éléonore. C'est le moment parfait pour le mariage que nous prévoyons. Tout est presque organisé. Vous êtes très rapide, ai-je dit en me resservant de la salade pour occuper mes mains. Quand on sait que c'est le destin, pourquoi attendre ? Thomas a porté la main d'Éléonore à ses lèvres et a embrassé ses doigts. Elle lui a souri avec le même sourire froid qui n'affectait pas ses yeux. Et où aura lieu le mariage ? Ai-je demandé anticipant que la réponse ne me plairait pas. Au château de Valmont, a répondu Éléonore avec un plaisir évident. C'est le lieu de mariage le plus prestigieux de la région. Ils ont une salle de bal magnifique, avec vue sur le lac et de superbes jardins pour les photos. Je connaissais ce château, ou plutôt j'en avais entendu parler. C'est l'un de ces endroits où les gens comme moi ne sont même pas autorisés à l'entrée. Rien que la location du lieu pour un événement coûtait une somme astronomique. Ça a l'air cher, ai-je dit prudemment. Ça en vaut la peine, a dit Éléonore. On veut que notre journée soit spéciale. Tu n'as pas idée, maman, quel mariage ce sera, s'est avancé Thomas avec enthousiasme. 300 invités, dont plusieurs clients célèbres, d'Éléonore, un orchestre, une pièce montée de 5 étages du meilleur pâtissier de la ville, un feu d'artifice sur le lac pour le final. 300 invités, je ne pouvais cacher mon étonnement. Thomas, tu ne connais même pas autant de monde. Ce sont principalement des collègues des relations d'affaires et des amis d'Éléonore, a-t-il haussé les épaules, comme si cela n'avait pas d'importance. Des relations importantes pour notre avenir.
Et je pensais que les mariages étaient pour les plus proches et les plus chers, ai-je murmuré. Les temps ont changé, Madame Dubois. Éléonore m'a gratifié d'un sourire indulgent. Les mariages modernes sont aussi un événement social, une occasion de faire bonne impression et de nouer des contacts. Je suis restée silencieuse, réalisant que tout argument que je pourrais avancer serait considéré comme démodé et arriéré. Et ta robe, ai-je demandé, essayant de montrer de l'intérêt pour leur projet. Les yeux d'Éléonore se sont illuminés pour la première fois de toute la conversation. Oh, c'est quelque chose de spécial. Ce sera un modèle exclusif de chez Dior cousu spécialement pour moi. Je m'envole pour Paris la semaine prochaine pour mon premier essayage. Dior. Même moi, loin du monde de la haute couture, je savais que leurs robes coûtaient au moins quelques dizaines de milliers d'euros. Et toi, Thomas, je me suis tournée vers mon fils. Un modèle exclusif aussi. Un smoking de chez. Un costume sur mesure de chez Lanvin, il a bombé le torse avec fierté. Éléonore dit que c'est le meilleur choix pour un marié avec mon allure. J'ai hoché la tête, essayant de ne pas penser à combien tout cela coûtait. Qui suis-je pour juger s'ils peuvent se le permettre? Et nous avons commandé des arrangements floraux incroyables, a poursuivi Éléonore, des orchidées et des roses du monde entier, livrés spécialement pour le jour J. Et chaque invité recevra un cadeau personnalisé, une boîte en argent gravée et une bouteille de champagne Dom Pérignon, a ajouté Thomas. J'ai arrêté de mâcher et j'ai lentement posé ma fourchette. Quelque chose n'allait pas. Thomas, qui il y a un mois m'avait demandé un prêt de 500 € pour réparer sa voiture, planifiait soudain un mariage qui coûterait. Pardonnez mon indiscrétion, mais combien tout ce faste va-t-il vous coûter? Ai-je demandé directement. Éléonore et Thomas se sont regardés à nouveau, mais cette fois il y avait une sorte de tension conspiratrice dans leur regard. Environ 300 000 €, a finalement répondu Thomas. Mais ça en vaut la peine, maman. C'est le jour d'une vie. J'ai eu le vertige. 300 000 €. Une somme que ni Thomas, ni même la brillante Éléonore ne pouvaient avoir. Qui va payer pour ce mariage? Ma voix était plus faible que je ne l'aurais souhaité. Il y eut une pause. Thomas s'est raclé la gorge, évitant mon regard. Eh bien, en fait, maman, on pensait que tu allais nous aider. Je l'ai dévisagé, n'en croyant pas mes oreilles. Moi, Thomas, je n'ai pas ce genre d'argent. Mais tu as des économies? Il m'a enfin regardé dans les yeux, et la maison est entièrement payée. Tu pourrais faire un prêt hypothécaire. Un prêt hypothécaire? J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Suggères-tu que je risque le toit au-dessus de ma tête pour ton mariage extravagant? Ce n'est pas un risque, maman, a dit Thomas, comme s'il expliquait l'évidence à un enfant. C'est un investissement dans notre avenir. Après le mariage, j'aurai des relations qui m'aideront à avancer dans ma carrière. Je pourrai te rembourser avec les intérêts. Thomas, ai-je essayé de parler calmement. Tu as changé 5 fois de travail au cours des 3 dernières années. T'attends-tu vraiment à ce que je croie une telle promesse? Cette fois, c'est différent. Il a pris la main d'Éléonore, comme pour y puiser de la confiance. J'ai Éléonore pour me soutenir et j'ai vraiment trouvé ma vocation dans la publicité. Éléonore a hoché la tête avec la même expression condescendante. Madame Dubois, je comprends votre inquiétude, mais je vous assure que Thomas est sur la bonne voie. Et ce mariage n'est pas seulement une célébration, mais une étape importante dans la construction de notre réseau social. De plus, a ajouté Thomas sur un autre ton. C'est ce que font les mères normales, maman. Elles paient pour le mariage de leurs enfants. C'est la tradition. La tradition veut que les parents de la mariée paient pour le mariage, ai-je objecté, même si je savais que je m'accrochais à des brindilles. C'est une coutume dépassée, a dit Éléonore. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est celui qui peut qui paie. Mes parents sont morts quand j'étais adolescente, et je n'ai qu'une tante qui joint à peine les deux bouts. Et mon père ne nous a laissé aucun héritage, a dit Thomas. Juste toi, maman. Et je sais que tu as plein d'argent après avoir vendu la quincaillerie. Je sentais la colère monter en moi. Il parlait comme si je lui cachais une grande fortune. Thomas, ai-je dit lentement, en essayant de me contrôler. L'argent de la vente de la boutique a servi à payer les dettes de ton père et à m'assurer un minimum de confort pour mes vieux jours. Je n'ai pas le luxe de dépenser 300 000 € pour un événement d'une journée. « Mais c'est mon mariage !» s'est-il exclamé. Et j'entendais dans sa voix les tons d'hystérie qui m'étaient familiers depuis son enfance. « Ne veux-tu pas que ton fils unique soit heureux ?»
J'ai 3 enfants, Thomas, lui ai-je rappelé, et je veux que vous soyez tous heureux. Mais le bonheur ne se mesure pas au coût d'un mariage. C'est ce que tu penses. Il s'est adossé à sa chaise, les bras croisés sur sa poitrine, parce que tu ne t'es jamais soucié du statut et du prestige. Regarde comment tu vis dans cette vieille maison, avec ses vieux meubles, sans aucune ambition. Ces mots m'ont blessé plus qu'il n'aurait pu l'imaginer. Combien de nuits avais-je veillé, m'inquiétant de savoir comment payer les factures, tout en mettant quelque chose de côté pour son éducation. Combien de fois m'étais-je privé de nouveaux vêtements pour lui acheter les paires. Dernière basket, ou le dernier jeu vidéo, Thomas, ma voix tremblait. J'ai passé ma vie à prendre soin de toi, de ton frère et de ta sœur. Je ne le regrette pas, mais maintenant je dois penser à moi. J'ai 73 ans, j'ai une arthrose qui progresse et de l'hypertension. Mes économies sont tout ce que j'ai au cas où je tomberais gravement malade. On prendra soin de toi si quelque chose arrive, a dit Thomas rapidement, mais il n'y avait aucune certitude dans ses yeux. Comment ? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu arrives à peine à prendre soin de toi, Thomas. Tu vis d'un salaire à l'autre, empruntant de l'argent tout le temps. Comment vas-tu t'occuper d'une mère âgée avec des problèmes de santé ? Il a ouvert la bouche pour protester, mais Éléonore a posé sa main sur son épaule, l'arrêtant. Madame Dubois a-t-elle dit de sa voix mélodieuse qui avait maintenant une pointe de glace. Nous comprenons votre préoccupation, mais peu. Être, ne réalisez-vous pas à quel point ce mariage est important pour l'avenir de Thomas ? Notre avenir, ce n'est pas seulement une célébration, c'est un investissement. Un investissement, ai-je répété. Un investissement dans quoi exactement ? Dans les relations, dans la réputation, dans le capital social, a-t-elle dit avec l'assurance d'une présentation commerciale. Dans le monde où nous travaillons, l'image est tout, et ce mariage nous donnera l'image dont nous avons besoin. De plus, a ajouté Thomas avec une pointe d'accusation dans sa voix, tu as toujours dit que tu ferais tout ce que tu pouvais pour moi. N'est-il pas en ton pouvoir d'aider ton fils le jour le plus important de sa vie ? Je les ai regardés tous les deux. Le fils que j'aimais plus que la vie malgré ses défauts, et la femme froide et calculatrice qu'il s'apprêtait à épouser. Et soudain, j'ai réalisé qu'ils s'accordaient vraiment. Tous deux vivant dans un monde d'illusions où le clinquant extérieur est plus important que le contenu intérieur. Je ne peux pas vous donner 300 000 €, ai-je dit fermement. C'est la totalité de mes économies et plus encore. Je pourrais aider avec quelque chose de plus modeste peu, être payé pour un photographe ou les fleurs. Un photographe ou les fleurs. Thomas a bondi sur ses pieds, le visage rouge de colère. Suggères-tu que nous nous contentions de quelque chose de seconde zone, alors que tu as la possibilité de nous offrir le meilleur ? Je n'ai pas cette possibilité, Thomas. Je me suis levée aussi, sentant mes genoux. On tremblait. Et si tu voulais vraiment épouser Éléonore, et pas seulement pour te montrer, tu réaliserais que ce n'est pas le prix du mariage qui compte, mais vos sentiments l'un pour l'autre. Ne me fais pas la morale. Il a frappé du poing sur la table, faisant rebondir la vaisselle. Tu es juste égoïste. Toute ta vie, tu n'as pensé qu'à toi. J'ai reculé, comme s'il m'avait frappé. Comment pouvait-il dire ça, après tous les sacrifices que j'avais faits pour lui ? Thomas, la voix d'Éléonore a coupé le silence tendu. Je pense que nous ferions mieux de partir. Ta mère a clairement exprimé sa position. Elle s'est levée et lui a pris la main, comme pour le retenir de nouvelles explosions émotionnelles. Oui, tu as raison. Thomas a pris une profonde inspiration, essayant de se calmer. Il n'y a plus rien à faire ici. Thomas, s'il te plaît, je me suis avancée vers lui, tendant la main. Discutons-en calmement. Peu, être que nous pouvons trouver une solution qui nous convienne à tous. Quelle solution, maman ? Il m'a regardé amèrement. Tu as clairement montré que mon bonheur ne signifie rien pour toi. Ce n'est pas vrai, et tu le sais. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Je ne peux tout simplement pas risquer tout ce que j'ai pour une seule journée. Une journée qui définira le reste de notre vie, est intervenue Éléonore. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligée de comprendre ça, Madame Dubois. Ils se sont dirigés vers la porte et je les ai suivis, sentant tout ce que j'avais essayé de retenir s'effondrer. Thomas, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Parlons. Il s'est arrêté sur le seuil et s'est tourné vers moi. Il y avait un mélange de déception et de détermination dans ses yeux.
Tu sais quoi, maman? Tu vas le regretter. On trouvera un moyen d'avoir notre mariage sans ton aide. Et quand tu verras les photos dans les magazines et que tu réaliseras à quelle opportunité tu as manqué, il sera trop tard. Thomas. Je lui ai tendu la main, mais il s'est détourné et a marché vers la voiture où Éléonore attendait. Je suis restée sur le seuil les regardant s'éloigner et j'ai senti une autre partie de ma vie s'effondrer. Tout ce que j'avais fait, tous les sacrifices que j'avais consentis, et voilà où ça menait. Mon fils pense que je suis égoïste de ne pas vouloir risquer mon avenir pour son mariage tape à l'œil. La porte s'est refermée derrière eux et je suis restée seule dans le silence de la maison où la table était encore dressée pour un dîner de fête qui s'était transformé en désastre. La tarte aux pommes, la préférée de Thomas, est restée intacte. J'ai passé les 3 jours suivants la visite de Thomas dans un état second. Je claquais les portes des placards, cuisinais mécaniquement de la nourriture que je ne pouvais pas manger. Revoyais de vieux albums, photos où mon plus jeune fils me souriait encore sans l'ombre d'un reproche ou d'un calcul. Le téléphone était silencieux. Thomas n'avait pas appelé et j'hésitais à l'appeler la première. Que pouvais-je dire? Ma décision n'avait pas changé et je n'allais pas m'excuser de ne pas risquer mon avenir pour son caprice. Le 4e jour, le téléphone a sonné. J'ai saisi le combiné, espérant entendre la voix de mon fils. « Maman, c'est moi ». Je me suis sentie à la fois soulagée et tendue. Thomas semblait inhabituellement calme, ce qui était plus alarmant que ses explosions émotionnelles habituelles. « Thomas, je suis contente que tu appelles. Je voulais. »« Maman, je n'appelle pas pour bavarder », m'a-t-il interrompu. J'ai discuté de la situation avec Éléonore et nous avons décidé de te donner une autre chance. Une autre chance. Comme si c'était moi qui leur avais fait du tort. Thomas, j'ai déjà expliqué ma position. Je n'ai tout simplement pas ce genre d'argent. Écoute-moi attentivement, mère. Je sais que tu as des économies. Je sais que tu peux obtenir un prêt sur la maison. Tu ne veux tout simplement pas aider ton fils. Thomas, Non. Maintenant, c'est toi qui m'écoutes. Sa voix s'est durcie. Tu te souviens quand j'ai renoncé à mon stage à Bordeaux pour être là pour toi après la mort de papa? Comment j'ai été le seul à t'aider à trier ses affaires quand Amélie et Julien ne se sont même pas montrés? Je me souvenais des choses différemment. Thomas était resté en ville, mais seulement parce qu'il n'avait pas été accepté pour ce stage. J'avais vu la lettre de refus qu'il avait oublié de ranger. Et il avait aidé à contre-cœur, se plaignant constamment et s'absentant sous divers prétextes. Je me souviens, Thomas, mais te souviens-tu? Et te souviens-tu, quand je t'ai emmené chez le médecin après ton opération du genou il y a 3 ans, quand tes précieux aînés n'ont même pas appelé pour prendre de tes nouvelles? C'était un mensonge éhonté. Thomas m'avait emmené à l'hôpital une fois et avait disparu pendant 1 semaine. Julien était venu tous les jours pour aider à la maison. Amélie n'avait pas pu venir, mais elle appelait 2 fois par jour et avait payé pour une infirmière. Thomas, tu exagères. J'exagère? Sa voix s'est brisée en un cri. Je suis le seul de tes enfants qui a toujours été là pour toi. Et maintenant que j'ai besoin de ton aide une seule fois dans ma vie, tu me refuses. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Thomas, je suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais 300 000 €, ce n'est pas juste de l'aide. C'est la totalité de mes économies. C'est ma sécurité pour mes vieux jours. Et qui prendra soin de toi dans tes vieux jours sinon tes enfants? Athée, il demandait, avec une logique glaciale. Mais si tu refuses de nous aider maintenant, pourquoi devrions-nous t'aider plus tard? C'était du chantage pur et simple, et j'ai senti la colère bouillir en moi. Me menaces-tu, Thomas? Dis-tu que tu m'abandonneras dans ma vieillesse si je ne paie pas pour ton mariage? Je ne fais que souligner les faits, maman. Les relations sont une voie à double sens. Tu ne m'aides pas, je ne t'aide pas. C'est juste. J'ai serré le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Ce n'est pas ce que je t'ai appris, Thomas. Je t'ai appris à aider les autres, non pas parce que tu attends quelque chose en retour, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Garde tes sermons, mère, a-t-il ricané, et je pouvais presque voir ses lèvres se courber avec mépris. Le monde a changé. Le sentimentalisme est un luxe pour ceux qui peuvent se le permettre. Je ne peux pas croire que tu penses vraiment ça, ai-je murmuré, sentant mes yeux se remplir de larmes. Crois-le, maman.
Et crois ceci, si tu n'acceptes pas de nous aider avec l'argent pour le mariage Éléonore et moi, on va te poursuivre en justice. Me poursuivre, j'étais si choquée que je n'ai pu rien dire de plus cohérent. Oui, un procès. Nous avons des témoins qui attesteront que tu as promis de payer mon mariage quand j'étais adolescent. Cette promesse est exécutoire. Je n'ai jamais promis ça, m'exclamai-je, retrouvant enfin ma voix. C'est parole contre parole, maman. Et tu sais quoi? Le tribunal est plus susceptible de croire un jeune couple qui construit sa vie qu'une femme âgée qui a peu être simplement oublié sa promesse. Surtout quand nous avons plusieurs témoins. Tu mens, Thomas? J'ai senti quelque chose se briser en moi. Tu es prêt à mentir sous serment pour obtenir l'argent. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour m'assurer qu'Éléonore et moi ayons le mariage que nous méritons. A-t-il répondu sans l'ombre d'un remords. Pense-y, maman. Tu as 1 semaine pour changer d'avis avant que nous ne déposions la plainte. Il a raccroché, me laissant dans le silence assourdissant de la cuisine. Je me suis lentement laissé tomber sur une chaise, sentant mes genoux trembler. Mon propre fils me menaçait d'un procès. Mon propre fils était prêt à mentir pour avoir mon argent. La semaine s'est écoulée comme dans un brouillard. Je n'ai presque pas dormi, ressassant constamment la conversation avec Thomas dans ma tête, essayant de comprendre comment nous en étions arrivés là. Où avais-je fait une erreur en l'élevant? Qu'avais-je fait de mal? Le 8e jour après son appel, la sonnette a retenti. Sur le seuil se tenait un jeune homme en costume strict, avec un dossier à la main. Madame Adèle Dubois, hâtée, il demandait d'un ton formel. « Oui, c'est moi. Vous avez une assignation, il m'a tendu une enveloppe. Les plaignants sont monsieur Thomas Dubois et mademoiselle Éléonore de Vérac. Vous êtes accusé de rupture de contrat verbal et de préjudice moral. L'audience est fixée dans 3 semaines au tribunal de grande instance de Tours. » J'ai pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. Le jeune homme a hoché la tête et est parti, et je suis restée sur le seuil incapable de bouger. Il l'avait vraiment fait. Mon fils m'avait vraiment poursuivi. J'ai fermé la porte et j'ai marché lentement dans le salon. Je me suis effondrée dans un fauteuil serrant toujours l'enveloppe dans mes mains. Préjudice moral. Rupture de contrat verbal. Les mots dansaient devant mes yeux, refusant de former des phrases sensées. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise comme ça à fixer le même point. Quand je suis finalement sortie de ma torpeur, il faisait nuit dehors. Je devais faire quelque chose. Mais quoi? Engager un avocat. Je n'avais pas ce genre d'argent. Me défendre moi-même? Je ne connaissais rien au droit. Et puis l'évidence m'a frappée. Amélie. Ma fille aînée était avocate spécialisée en droit civil. Nous n'avions pas été proches depuis des années. Elle ne m'avait jamais pardonné de ne pas avoir quitté Henri quand sa consommation d'alcool était devenue insupportable. Mais en ce moment, j'avais besoin de son aide. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. Il était presque 10 heures du soir. Trop tard pour un appel. Peut être. Mais je n'avais pas le choix. Le cœur battant, j'ai composé le numéro d'Amélie. Après la 5e sonnerie, elle a répondu. Cabinet Talbot. Sa voix était professionnelle et détachée. Amélie, c'est maman, ai-je dit en essayant de ne pas laisser ma voix trembler. Une pause. Puis maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'appelles jamais si tard. J'ai besoin de ton aide, ma chérie. J'ai pris une profonde inspiration. Thomas me poursuit en justice. Quoi? Elle semblait sincèrement surprise. Thomas t'a poursuivi. Pour quoi faire? Pour avoir refusé de payer son mariage avec cette Éléonore. Attends quoi? Quel mariage? Quelle Éléonore maman recommence depuis le début. Et je lui ai tout raconté, la visite de Thomas. Avec sa fiancée leur demande de payer un mariage à 300 000 €. Mon refus, son appel menaçant. Et enfin l'assignation. Amélie a écouté en silence, m'interrompant occasionnellement par de courtes questions. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse pendant un long moment, puis elle a dit un seul mot, le salaud. Amélie, ne dis pas ça de ton frère. Ai-je dit automatiquement bien que je sois d'accord avec elle dans mon cœur? Maman, il te fait chanter et dépose une fausse plainte. Comment devrais-je l'appeler d'autre? Elle a soupiré. Écoute, je prends le premier TGV demain. J'ai besoin de voir cette assignation et de te parler en personne. Tu viens, je n'en croyais pas mes oreilles. Mais ton travail, ta famille... Je vais prendre quelques jours de congé. Jacques se débrouillera très bien avec les enfants. C'est important, maman. Je ne vais pas laisser Thomas te terroriser. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Merci, ma chérie.
Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Ne me remercie pas avant que j'aie gagné le procès, a-t-elle dit avec l'assurance d'une professionnelle. Je serai là demain soir. Viens me chercher à la gare à 7 heures. D'accord. Bien sûr, ma chérie. J'y serai. Et maman. Elle a fait une pause. Je suis contente que tu aies appelé. Je suis désolée qu'il ait fallu une telle situation. Moi aussi, ma chérie, ai-je murmuré. Moi aussi. Le lendemain, j'ai retrouvé Amélie à la gare. Elle avait changé depuis la dernière fois que je l'avais vue à Noël il y a 2 ans. Elle était plus sûre, d'elle plus élégante. Son tailleur pantalon lui allait à la perfection. Sa coupe de cheveux courte mettait en valeur son beau cou. Amélie avait toujours été la plus jolie de mes enfants, bien qu'elle n'en ait jamais fait grand cas. Maman. Elle m'a serré dans ses bras, et j'ai senti son parfum subtil et cher. Tu as maigri, et tu as l'air fatiguée. Les dernières semaines n'ont pas été les plus faciles, ai-je admis avec un sourire forcé. Mais maintenant que tu es là, je me sens mieux. Nous sommes rentrés à la maison, et tout le long du trajet, Amélie m'a interrogée sur les détails, quand exactement Thomas avait présenté Éléonore, ce qu'ils avaient dit précisément sur le mariage, comment ils avaient formulé leur demande d'argent. Elle notait mes réponses dans un petit carnet, fronçant parfois les sourcils et secouant la tête. À la maison, je lui ai montré l'assignation du tribunal. Amélie a scruté le document prenant des notes. Il demande 300 000 € de dommages et intérêts et le remboursement des frais de justice, a-t-elle dit en posant les papiers. Les motifs sont la rupture de contrat verbal et le préjudice moral. Ils prétendent que tu as promis à Thomas de payer son mariage quand il avait 16 ans et que cette promesse faisait partie d'un accord familial. Je n'ai jamais rien promis de tel, m'exclamai-je. J'ai peu. Être dit quelque chose comme un jour tu te marieras et on fera un beau mariage. Mais c'était juste des paroles de mère. Pas une promesse de payer une célébration extravagante de 300 000 €. Je te crois, maman. Amélie a posé sa main sur la mienne. Et le tribunal te croira aussi. Les contrats verbaux doivent être spécifiques et mutuellement bénéfiques pour être exécutoires. Des promesses vagues ne rentrent pas dans cette définition. Mais Thomas a dit qu'il avait des témoins. J'étais toujours inquiète. Et s'il trouvait quelqu'un pour mentir sous serment, alors nous démolirons leur témoignage lors du contre-interrogatoire. Amélie parlait avec une telle confiance que j'étais involontairement soulagée. Mais j'ai besoin d'en savoir plus sur la relation de Thomas avec toi et l'argent. T'as-t-il souvent demandé de l'argent? J'ai souri tristement. Tout le temps, depuis qu'il a quitté le lycée. D'abord pour l'université, puis pour un appartement, puis pour une voiture, puis pour les réparations de la voiture. La liste est longue. Et tu donnais? Généralement. Je me sentais rougir de honte. Parfois en cadeau, parfois en prêt, qui promettait de rembourser, mais ne le faisait jamais. As-tu des preuves de ces prêts, des chèques, des relevés bancaires, des reçus? J'ai réfléchi. Il doit y avoir des relevés bancaires. Je garde tous mes documents bancaires. Et j'ai un carnet où j'écris combien je donnais et pourquoi. Je sais que c'est idiot. C'est pas idiot, maman. Amélie m'a regardé sérieusement. Ça pourrait te sauver au tribunal. Où est ce carnet? Je me suis levée et je suis allée vers le secrétaire, dans le coin du salon. J'ai ouvert le tiroir du haut et j'ai sorti un carnet relié en cuir usé. Le voici. Je l'ai tendu à Amélie. J'ai commencé à le tenir après la mort de ton père. Quand Thomas a commencé à demander de l'argent particulièrement souvent. Amélie a ouvert le carnet et a feuilleté les pages. Ses sourcils se sont haussés de plus en plus haut à mesure qu'elle tournait les pages. Maman, il y a des dizaines de milliers d'euros ici, au cours des 10 dernières années. Et ce ne sont que les prêts, sans compter les cadeaux d'anniversaire et de fête. J'ai hoché la tête ressentant un étrange mélange de honte et de soulagement que quelqu'un voit enfin tout ce que j'avais donné à mon plus jeune fils. Je sais, j'essayais de l'aider à se remettre sur pied, mais à chaque fois il se passait quelque chose de nouveau. Il perdait son travail, sa voiture tombait en panne, il devait rembourser des dettes, de cartes de crédit. Tâtait-il jamais remboursé un centime de cet argent? A demandé Amélie, bien que son ton indique clairement qu'elle connaissait déjà la réponse. Non, ai-je secoué la tête. Toujours des promesses, mais jamais de remboursement. Amélie a fermé le carnet et l'a posé sur la table. Maman, je pense que nous devrions faire une demande reconventionnelle. Une demande reconventionnelle? Je ne savais pas de quoi elle parlait. Pourquoi faire? Pour les prêts non remboursés?
Amélie s'est redressée, une lueur prédatrice dans les yeux que je ne lui avais jamais vus. Thomas veut jouer sale. Très bien, on va lui montrer ce que ça veut dire. On va exiger le remboursement de tout l'argent que tu lui as prêté au fil des ans avec les intérêts. Mais il ne pourra jamais rembourser une telle somme, ai-je objecté, choquée par sa suggestion. Exactement, a souri Amélie. Et il n'y avait rien de chaleureux dans ce sourire. Et quand le juge verra tout ce que tu as déjà donné à Thomas, et combien il te doit, sa plainte paraîtra non seulement infondée, mais carrément insolente. J'ai regardé ma fille ne la reconnaissant pas. Quand cette petite fille avec des couettes qui pleurait pour chaque oiseau blessé, était-elle devenue une stratège aussi impitoyable? Penses-tu vraiment que nous devrions faire ça? Ai-je demandé avec incertitude. Ça pourrait ruiner notre famille pour toujours. Maman, Amélie m'a pris les mains. Thomas a déjà détruit la famille quand il a décidé de te poursuivre. Il a déclaré la guerre et nous devons nous défendre. Pas par vengeance, mais pour te protéger toi et ton avenir. J'ai pris une profonde inspiration. Elle avait raison, aussi amère que cela puisse paraître. D'accord, ai-je dit finalement. Faisons une demande conventionnelle. Amélie a hoché la tête et a rouvert son carnet. Je vais préparer tous les documents. Nous aurons besoin des relevés bancaires, des témoignages. Être que Julien pourra corroborer certains faits. Et toutes les preuves que nous pourrons rassembler. Julien, j'étais surprise. Tu veux l'impliquer là-dedans? Maman, c'est une affaire de famille. Julien doit savoir ce qui se passe et décider de quel côté il est. Je n'avais jamais pensé en ces termes. De quel côté, mais Amélie avait raison. Thomas, avec sa plainte, nous forçait tous à choisir notre camp. Je l'appellerai demain, ai-je dit avec lassitude. Il est trop tard maintenant. Bien, Amélie s'est levée. Maintenant, tu as besoin de te reposer. On aura beaucoup de travail demain. Elle s'est penchée et m'a embrassé sur la joue, un geste que je n'avais pas vu de sa part depuis des années. Bonne nuit, maman. Et ne t'inquiète pas. On ne laissera pas Thomas gagner cette bataille. Je l'ai regardée monter les escaliers, confiante, forte, déterminée. Ma fille qui était venue me protéger malgré des années d'éloignement. Être que quelque chose de bon, sortirait de tout ce cauchemar, ai-je pensé. Être que je pourrais enfin reconstruire une relation avec au moins un de mes aînés. Le lendemain, Amélie et moi avons commencé à préparer le procès. Elle avait rédigé une demande conventionnelle exigeant que Thomas rembourse tout l'argent que je lui avais prêté au cours des 10 dernières années, un montant qu'elle estimait à plus de 120 000 €, sans compter les intérêts. On déposera la demande demain, a dit Amélie en fermant son ordinateur portable. Et on verra comment Thomas réagit quand il recevra l'assignation. Je n'étais jamais allée au palais de justice. Le grand bâtiment en briques rouges avec ses hautes colonnes et son large escalier était impressionnant et troublant. La main d'Amélie qui me soutenait sous le coude était la seule chose qui me donnait la force de gravir ces marches. « Tout ira bien, maman, hâtée, elle dit comme si elle lisait dans mes pensées. Nous avons un dossier solide et des preuves irréfutables. » J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Les 3 dernières semaines s'étaient écoulées dans une préparation fébrile. Amélie avait travaillé comme une forcenée, rassemblant des documents, interrogeant des témoins, élaborant une stratégie de défense. Julien, en apprenant ce qui se passait, avait immédiatement pris mon parti et fourni une attestation sur l'honneur, sur la façon dont Thomas avait profité de ma gentillesse au fil des ans. À l'intérieur, le palais de justice semblait encore plus impressionnant. Des sols en marbre, de hauts plafonds, de lourdes portes en bois. Nous avons trouvé la bonne salle et avons pris place à la table de la défense. Amélie a disposé devant elle des dossiers de documents bien rangés, numérotés et marqués d'autocollants colorés. « Les voilà », a-t-elle murmuré en hochant la tête vers l'entrée. Je me suis retournée et j'ai vu Thomas et Éléonore entrer dans la salle. Mon fils avait l'air tendu mais déterminé. Il portait un costume cher que j'en étais sûre il ne pouvait pas se permettre. Éléonore, impeccable comme toujours, marchait à ses côtés, la tête haute. Leur avocat les suivait avec un sourire suffisant. Nos regards se sont croisés avec ceux de Thomas à travers la salle et j'ai senti mon cœur se serrer. Il n'y avait pas l'ombre d'un remords ou d'un doute dans son regard, seulement une détermination froide. Il a rapidement détourné les yeux et s'est assis à la table des plaignants, chuchotant quelque chose à Éléonore. Le juge, un homme âgé aux cheveux gris et aux yeux perçants, est entré dans la salle. Le juge Fournier, comme l'a présenté le greffier,
avait la réputation d'être juste et strict. La cour l'huissier a annoncé. Affaire numéro 827/25. Thomas Dubois et Éléonore de Vérac contre Adèle Dubois devant le juge Herbert Fournier. Nous nous sommes levés et j'ai senti mes genoux trembler. Le juge a pris place et a regardé attentivement les deux parties. « Veuillez vous asseoir. » Hâté, il dit, et sa voix était calme et assurée. Nous sommes ici pour entendre une plainte pour rupture de contrat verbal et préjudice moral, ainsi qu'une demande reconventionnelle pour prêt non remboursé. Avant de commencer, je tiens à rappeler à tous ici présents qu'il s'agit d'une affaire de famille, et j'espère que malgré leurs différends, les parties resteront respectueuses les unes des autres. Maître Pratt, l'avocat de Thomas, s'est levé et s'est avancé au centre de la salle. Votre honneur, mes clients Thomas Dubois et Éléonore de Vérac, un couple de fiancés planifiant un mariage, sont confrontés à une rupture de promesses perfides de la part de la mère de M. Dubois, la défenderesse Adèle Dubois. Il a fait une pause dramatique, jetant un regard circulaire à l'auditorium, où plusieurs spectateurs s'étaient déjà rassemblés, principalement des journalistes du journal local et des habitants de Tours, curieux attirés par cette affaire inhabituelle. Lorsque M. Dubois avait 16 ans, sa mère lui a promis qu'elle paierait son mariage le moment venu. Ce n'était pas une simple remarque en l'air, mais une promesse sérieuse faite en présence de témoins. M. Dubois a construit ses projets de vie autour de cette promesse. Et maintenant qu'il a enfin trouvé l'amour de sa vie et qu'il se prépare à se marier sa mère, renie sa promesse, rompant ainsi un contrat verbal et causant à mes clients un préjudice moral important. J'écoutais ce discours avec une indignation croissante. Chaque mot était un mensonge ou une déformation de la vérité. Je n'avais jamais fait une telle promesse à Thomas, et il le savait très bien. Amélie s'est levée pour sa déclaration liminaire. Votre honneur, les allégations du plaignant ne sont pas seulement sans fondement, elles sont une tentative de fraude financière. Ma cliente Adèle Dubois n'a jamais promis à son fils de payer son mariage, encore moins un mariage coûtant 300 000 €, un montant qui dépasse la totalité de ses économies. Amélie a fait une pause, laissant cette information pénétrer l'esprit des personnes présentes. De plus, Thomas Dubois a été soutenu financièrement par sa mère pendant des années, lui empruntant de grosses sommes d'argent qu'il n'a jamais remboursées. Comme indiqué dans la demande reconventionnelle, le montant total des prêts non remboursés s'élève à plus de 120 000 € hors intérêt. Un murmure de surprise a parcouru l'auditorium. J'ai remarqué que certains membres du public se retournaient pour regarder Thomas, qui semblait maintenant moins certain. Thomas a été le premier témoin appelé à la barre. Après avoir prêté serment, il s'est assis regardant droit devant lui, évitant mon regard. Monsieur Dubois, a commencé Maître Pratt. Racontez à la cour le jour où votre mère a promis de payer votre mariage. Thomas s'est raclé la gorge et a commencé à parler. C'était le jour de mon 16e anniversaire. Nous étions assis autour de la table de fête, moi, maman, papa et quelques amis de la famille. On discutait de mon avenir et maman a dit « Ne t'inquiète pas pour l'argent, Thomas. Papa et moi nous occuperons de tes études. Et quand il sera temps de te marier, je paierai ton mariage. C'est une promesse. » J'ai serré les poings sous la table. C'était un mensonge éhonté. Le jour du 16e anniversaire de Thomas Henry était si ivre qu'il pouvait à peine parler. Et nous n'avions même pas eu de dîner de fête, juste un gâteau rapide après l'école jusqu'à ce que papa rentre du bar. Et qui était présent lors de cette conversation, a demandé Maître Pratt, nos voisins Grégoire et Éléonore Finch, mon ami de lycée Derek Simmons, et bien sûr mon père. Lors du contre-interrogatoire, Amélie a magistralement démoli la version des faits de Thomas. « Monsieur Dubois, vous prétendez que notre mère a promis de payer votre mariage le jour de votre 16e anniversaire en présence de Grégoire et Éléonore, Finch, Derek Simmons et votre père. Est-ce exact ?» « Oui, c'est exact, » a répondu Thomas avec assurance. « Intéressant. » Amélie s'est approchée de son bureau et a pris un de ses dossiers. Parce que j'ai ici une déclaration notariée de Derek Simmons, dans laquelle il déclare qu'il n'a pas assisté à votre fête de 16e anniversaire parce qu'il était à l'hôpital ce jour-là pour une appendicite. J'ai aussi les dossiers médicaux qui confirment ce fait. Un murmure a parcouru la salle. Thomas a légèrement pâli, mais s'est rapidement ressaisi. J'ai dû faire une erreur. Ce n'était pas Derek, mais un autre ami. Quel ami, a demandé Amélie, ne lui laissant pas le temps de réfléchir. Je ne me souviens plus exactement. C'était il y a des années. Et
Grégoire et Éléonore Finch, êtes-vous sûr qu'ils étaient présents? Absolument, a dit Thomas fermement. Alors comment expliquez-vous le fait que Grégoire Finch est décédé 2 ans avant votre 16e anniversaire? Amélie a sorti un autre document du dossier. J'ai ici l'acte de décès de Grégoire Finch et une notice nécrologique du journal local. Le visage de Thomas exprimait maintenant une inquiétude évidente. Il a jeté un rapide coup d'œil à son avocat qui avait l'air tout aussi anxieux. Amélie a poursuivi son interrogatoire. Vous prétendez avoir toujours été proche de notre mère, surtout après la mort de notre père. Combien de fois lui avez-vous rendu visite l'année dernière? Thomas s'est tortillé sur son siège. J'ai été occupé par le travail, mais j'ai essayé de lui rendre visite aussi souvent que possible. Et l'automne dernier, quand notre mère a été opérée du genou, combien de fois lui avez-vous rendu visite pendant sa rééducation? J'étais très occupée par le travail à ce moment-là. Vous voulez dire aucune, a haussé Amélie un sourcil. J'ai des déclarations de l'infirmière qui s'est occupée de maman et de notre frère Julien, qui venaient tous les jours. Toutes deux affirment que vous ne vous êtes pas montré une seule fois pendant les 2 semaines de sa convalescence. J'ai appelé, a objecté Thomas faiblement. Une fois. Pour demander de l'argent pour un nouveau téléphone portable, apparaît Amélie. Monsieur Dubois, parlons d'argent. Combien de fois au cours des 10 dernières années avez-vous emprunté de l'argent à notre mère? Parfois, elle m'aidait financièrement, a répondu Thomas prudemment. Comme toute mère aide son enfant. Combien de fois exactement et pour combien au total? Je n'ai pas tenu de compte. Heureusement, notre mère l'a fait. Amélie a sorti le carnet relié en cuir. Selon ses registres corroborés par des relevés bancaires, vous lui avez emprunté 122 640 € au cours des 10 dernières années. Avez-vous remboursé un seul centime de cette somme? Thomas était silencieux, le visage rouge de colère ou de honte. Je ne saurais le dire. Monsieur Dubois répondait à la question, lui a rappelé le juge. Non, a dit Thomas enfin. Mais j'allais le faire. Je n'en ai tout simplement pas eu l'occasion. Pourtant, vous avez l'occasion de planifier un mariage à 300 000 €. Amélie a secoué la tête. Monsieur Dubois, savez-vous pourquoi notre mère a économisé toutes ces années la vieillesse, je suppose, a marmonné Thomas, pour ses frais médicaux? Amélie s'est approchée du juge et lui a remis un dossier. Votre honneur, voici les dossiers médicaux de ma cliente. Elle souffre d'une arthrose avancée qui nécessite un traitement coûteux et de problèmes cardiaques qui pourraient nécessiter une intervention chirurgicale dans un avenir proche. Son assurance maladie ne couvre qu'une fraction des coûts. L'argent que le plaignant réclame pour son mariage extravagant est littéralement de l'argent pour sauver la vie de sa mère. Le juge a parcouru les documents et son visage est devenu grave. Il a regardé Thomas et il y avait de la condamnation dans ses yeux. « Monsieur Dubois, étiez-vous au courant des problèmes médicaux de votre mère? »« Oui, je savais qu'elle avait quelques problèmes de santé, » a répondu Thomas avec incertitude. « Mais je ne pensais pas qu'ils étaient si graves. »« Parce que vous n'avez jamais demandé, » a fait remarquer Amélie. « Je n'ai plus d'autres questions pour le témoin, votre honneur. » Le témoin suivant était Éléonore. Elle avait l'air impeccable dans son tailleur cher et parlait avec assurance, confirmant la version des faits de Thomas. Sous le contre-interrogatoire d'Amélie, cependant, elle s'est embrouillée dans les détails et il est devenu évident que son témoignage avait été soigneusement répété, mais ne résistait pas à un examen critique. Maître Pratt a ensuite appelé Éléonore Finch, la veuve de Grégoire, qui aurait été présente à cette fameuse conversation à la fête d'anniversaire de Thomas. Madame Finch a commencé, Maître Pratt. « Étiez-vous présente à la fête du 16e anniversaire de Thomas Dubois ?»« Oui, bien sûr, » a-t-elle répondu avec assurance. « Mon défunt mari et moi étions de bons amis de la famille Dubois. »« Et avez-vous entendu Adèle Dubois promettre de payer le mariage de son fils ?»« Absolument. Elle a dit « Quand il sera temps de te marier, je paierai ton mariage. » C'est une promesse. Je m'en souviens très bien parce que je me suis dit que c'était très généreux de sa part. Amélie a rapidement détruit ce témoignage, également révélant qu'Éléonore Finch était une tante d'Éléonore de Vérac, ce qui s'appelle la crédibilité de son témoignage. Quand ce fut le tour de la défense, Amélie m'a appelée. Je me suis assise à la barre des témoins, sentant mon cœur battre la chamade. Madame Dubois a commencé Amélie d'un ton formel. « Avez-vous jamais promis à votre fils Thomas que vous paieriez son mariage ?»
Non, ai-je répondu fermement. J'ai peu. Être dit quelque chose comme « Un jour tu te marieras et on fera un beau mariage ». Mais c'était juste des paroles de mère, pas une promesse spécifique de payer pour un mariage à 300 000 euros. Racontez à la cour votre situation financière. J'ai pris une profonde inspiration. Après la mort de mon mari il y a 10 ans, j'ai vendu notre quincaillerie familiale. Le produit de la vente a servi à payer les dettes d'Henri et à constituer un petit fonds d'urgence pour moi, pour mes vieux jours. Je vis d'une petite pension et des intérêts de ces économies. Au cours des 10 dernières années, j'ai prêté une somme considérable de mon argent à Thomas, dans l'espoir de l'aider à se remettre sur pied. Et exactement combien lui avez-vous prêté? Plus de 120 000 euros. J'ai regardé Thomas qui a baissé les yeux. Je l'ai toujours aidé chaque fois que je le pouvais, j'ai payé ses études, je l'ai sorti de dettes, de cartes de crédit à plusieurs reprises, je lui ai donné de l'argent pour le loyer quand il a été expulsé pour non-paiement. Je ne lui ai jamais refusé jusqu'à ce qu'il demande un montant qui m'aurait effectivement mis en faillite. Pourquoi est-il si important pour vous de conserver ces économies? J'ai de graves problèmes de santé. Ai-je dit calmement bien que mes entrailles se serrent à l'idée de discuter de sujets aussi personnels enterrement-c'est, public. Mon arthrose s'aggrave et les médecins disent que je pourrais bientôt avoir besoin d'une prothèse articulaire. J'ai aussi des problèmes cardiaques qui pourraient également nécessiter une intervention chirurgicale. Mon assurance maladie ne couvre pas beaucoup de frais et sans économie, je ne pourrais pas obtenir le traitement dont j'ai besoin. Après moi, Amélie a appelé Julien, qui était venu spécialement pour le procès. Mon fils cadet a parlé avec confiance et sincérité, décrivant comment Thomas avait profité de ma générosité pendant des années, se montrant rarement quand on avait besoin d'aide, mais toujours présent quand il avait besoin d'argent. Maman ne lui a jamais dit non, a dit Julien en regardant son frère avec une déception non dissimulée. Elle disait toujours « Il est encore jeune, il a tout l'avenir devant lui ». Même quand ma sœur et moi voyions qu'il ne faisait que l'utiliser. Ensuite, les voisins ont parlé confirmant que Thomas me rendait rarement visite, même quand j'étais malade. L'infirmière qui s'est occupée de moi après mon opération du genou a raconté comment Thomas ne s'était pas montré une seule fois pendant sa rééducation, alors que Julien venait tous les jours. Enfin, mon médecin, le docteur Harris, a confirmé la gravité de mes problèmes médicaux et la nécessité d'un traitement coûteux dans un avenir proche. Sans ressources financières adéquates, il conclut la qualité de vie de Madame Dubois serait considérablement diminuée et dans le pire des cas, son état pourrait devenir potentiellement mortel. Quand tous les témoins ont été entendus, le juge a annoncé qu'il était prêt à rendre son jugement. La salle est tombée dans le silence. J'ai regardé Thomas qui semblait maintenant pâle et incertain. Éléonore était assise à côté de lui, son visage impénétrable. Après avoir examiné toutes les preuves présentées, a commencé le juge Fournier, je conclus que la plainte de Thomas Dubois et Éléonore de Veyrac est sans fondement. Il n'y a pas de preuve suffisante d'un contrat verbal entre Adèle Dubois et son fils concernant le paiement du mariage. De plus, les témoignages des plaignants et de leurs témoins contiennent des contradictions substantielles qui sapent leur crédibilité. Un soupir de soulagement a parcouru la salle. J'ai senti Amélie me serrer la main. Quant à la demande reconventionnelle, a poursuivi le juge, le tribunal reconnaît que Thomas Dubois doit à sa mère une somme d'argent substantielle empruntée et non remboursée. Le tribunal lui ordonne de payer à Adèle Dubois la somme de 122 640 euros, ainsi que des intérêts au taux de 5% par an à compter de la date de chaque prêt. J'ai regardé Thomas, son visage déformé par l'horreur, alors qu'il réalisait toute l'étendue de sa défaite. Non seulement il n'avait pas obtenu l'argent dont il avait besoin, mais il était maintenant obligé de rembourser tout ce qu'il m'avait emprunté au fil des ans. Pire encore, toute la ville savait maintenant qu'il avait essayé de poursuivre sa mère malade pour ses dernières économies, pour son mariage extravagant. Éléonore lui a chuchoté quelque chose à l'oreille, son visage exprimant une froide déception. Thomas a hoché lentement la tête sans la regarder. Le jugement est prononcé, a conclu le juge Fournier en frappant de son marteau. La séance est levée. Amélie m'a serré dans ses bras, me chuchotant des mots de félicitation. J'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et d'amertume. J'avais gagné le procès, mais j'avais perdu mon fils. Bien que, pour être honnête, je l'avais perdu bien avant que nous soyons dans cette salle d'audience.
En sortant du tribunal, j'ai vu Thomas et Éléonore quitter précipitamment le bâtiment par une sortie latérale, évitant les journalistes qui se pressaient déjà à l'entrée principale. Le visage de mon fils était déformé par l'horreur et l'humiliation. L'horreur de la dette qu'il était maintenant obligé de payer, et l'humiliation du fait que toute la ville avait appris sa tentative d'escroquer sa propre mère. Quand le juge Fournier a annoncé sa décision, j'ai ressenti une étrange légèreté, comme si le poids qui pesait sur mes épaules depuis des années avait soudainement disparu. Le tribunal a rejeté la plainte de Thomas dans son intégralité, et de plus l'a condamné à me rembourser tout l'argent qu'il m'avait emprunté au fil des ans. 122 640 € plus les intérêts. « Tu as gagné ma main !» Amélie m'a serré dans ses bras dans la salle d'audience. Justice a été rendue. J'ai hoché la tête incapable de dire un mot. Oui, c'était une victoire. Mais à quel prix ? Mon plus jeune fils se tenait de l'autre côté de la salle, le visage déformé par le choc et l'humiliation. Nos regards se sont croisés un instant et j'ai vu quelque chose de nouveau dans son regard. Pas de la colère, pas du ressentiment, mais une prise de conscience. Une prise de conscience de ce qu'il avait fait et peut être de la honte. Mais l'instant fut bref. Éléonore, dont le visage exprimait une fureur froide, lui a attrapé le bras et l'a tiré vers la sortie. Ils ont quitté la salle sans un mot. Je ne savais pas alors si je reverrais un jour mon fils. Amélie et Julien m'ont entouré de soins, m'empêchant de sombrer dans de tristes pensées. Nous sommes sortis du palais de justice sous les clics des appareils photos des journalistes locaux. L'histoire d'une mère que son propre fils avait tenté de dépouiller de ses dernières économies était trop croustillante pour une petite ville. N'y fais pas attention, a chuchoté Amélie en me conduisant à la voiture. Demain, ils trouveront une nouvelle sensation. À la maison, nous avons eu un dîner de fête organisé par Sophie, la femme de Julien. Elle était venue avec les enfants pendant que nous étions au tribunal et avait préparé mes plats préférés. Mes petits-enfants, Miles, 10 ans, Olivia, 8 ans, et le petit Harrison, 5 ans, se sont précipités vers moi, me serrant dans leurs bras et racontant leurs aventures. « Mémé, j'ai gagné la compétition de natation de l'école », a crié Miles, et j'ai fait un dessin qui est accroché dans le couloir de l'école, a poursuivi Olivia. Et moi, j'ai appris à faire mes lacets, a fièrement déclaré le petit Harrison en montrant ses chaussures. Je les ai serrés dans mes bras, riant à travers mes larmes. Depuis combien de temps n'étaient-ils pas venus chez moi ? Combien de choses avais-je manqué de leur vie ? Au dîner, Julien a levé son verre à maman qui a toujours été notre rock et n'a jamais rien demandé en retour. On est désolé, maman, mais les choses seront différentes maintenant. Tout le monde s'est joint au toast. Même les enfants ont levé leur verre de jus, répétant sérieusement à Mémé. Plus tard, quand les enfants dormaient et que nous étions assis dans le salon avec des tasses de tisane, Amélie a dit quelque chose qu'elle voulait apparemment dire depuis longtemps. « Maman, je veux m'excuser pour toutes ces années d'éloignement. J'étais tellement en colère contre toi de ne pas avoir quitté papa quand sa consommation d'alcool est devenue insupportable. Je pensais que c'était de la faiblesse, mais maintenant je réalise que c'était de la force de rester et de continuer à prendre soin de nous quoi qu'il arrive. J'ai pris sa main. Tu n'as pas à t'excuser, ma chérie. Chacun de nous a fait ce qu'il pensait être juste et je ne t'en ai jamais voulu. Je devrais m'excuser aussi, est intervenu Julien. Je n'ai pas été aussi présent que j'aurais dû. J'ai toujours trouvé des excuses, le travail et les enfants à la maison. Mais la vérité, c'est que je ne voulais tout simplement pas te voir vieillir et voir Thomas profiter de ta gentillesse. Vous étiez tous les deux occupés par votre vie, ai-je répondu. C'est tout à fait naturel. Vous avez vos familles, vos soucis. Mais tu es notre famille aussi, a dit Amélie fermement. Et nous n'aurions pas dû l'oublier. Nous avons parlé tard dans la nuit, nous remémorant le passé, partageant des histoires de nos vies, faisant des projets pour l'avenir. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que mes aînés étaient vraiment avec moi, pas seulement physiquement mais émotionnellement. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Amélie a annoncé sa décision. J'ai pris 1 mois de vacances. Je veux rester ici avec toi, maman. On a beaucoup de temps à rattraper. J'étais si touchée que je n'ai pu retenir mes larmes. Mais ton travail, ta famille. Jacques se débrouillera très bien avec les enfants, a-t-elle souri. De plus, ils viendront le week-end. Et le travail ne s'envolera pas. Je peux faire certaines choses à distance. Julien a également décidé de prendre une semaine de congé pour passer du temps avec moi et Amélie. Sophie et les enfants resteront aussi, a-t-il dit.
La maison sera pleine de vie, comme au bon vieux temps. Je n'en croyais pas mon bonheur. Après tant d'années de solitude, ma maison était de nouveau remplie de voix de rire et de chaleur. Une semaine après le procès, j'ai reçu une lettre de Thomas. Une courte note, juste quelques lignes. Maman, je ne sais pas si je pourrai un jour expier ce que j'ai fait, mais je vais essayer. Éléonore est partie. Je pense que c'est pour le mieux. Je repars à zéro. Thomas. Pas d'excuses, pas de promesse de remboursement, mais je ne m'y attendais pas. Pour Thomas, admettre qu'il avait eu tort était déjà un grand pas. Laisse-lui du temps, a dit Amélie quand je lui ai montré la lettre. Il a beaucoup de choses à réaliser. J'ai hoché la tête, sachant qu'elle avait raison. Peu importe à quel point Thomas m'avait blessé, il restait mon fils. Et je l'aimais toujours quoi qu'il arrive. Le journal local a publié un article sur notre affaire sous le titre « Une mère gagne son procès contre son fils qui exigeait de l'argent pour son mariage ». La journaliste, une jeune femme nommée Hélène Ramirez, a demandé à m'interviewer. J'ai accepté espérant que mon histoire aiderait d'autres personnes âgées dans une situation similaire. Madame Dubois a-t-elle demandé « Quels conseils donneriez-vous aux autres parents dont les enfants adultes demandent un soutien financier ?» J'ai réfléchi. Je dirais aimer vos enfants. Aidez-les quand vous le pouvez, mais pas à votre propre détriment. Vous avez droit à votre vie, à vos projets, à votre sécurité. Et le véritable amour ne devrait jamais être à sens unique. L'article a suscité une réaction inattendue. Des gens ont commencé à m'appeler et à m'écrire. Certains pour partager des histoires similaires, d'autres pour exprimer leur soutien. Hélène du cercle de lecture a suggéré que j'en devienne l'animatrice. Tu as une expérience de vie et une sagesse qui méritent d'être partagées à tes, elle dit. Et tu as toujours aimé les livres. Nous nous réunissions une fois par semaine, discutant non seulement de livres, mais aussi de la vie, partageant des histoires et des expériences. Beaucoup de participants étaient des personnes âgées comme moi, mais peu à peu des plus jeunes ont commencé à nous rejoindre. C'était incroyable de voir différentes générations trouver un terrain d'entente à travers la littérature. Amélie, observant mes nouvelles activités, m'a dit un jour « Tu sais, maman, tu as toujours aimé transmettre. Tu pourrais donner des cours ou des ateliers au centre social. » L'idée m'a semblé absurde au début. Moi, une simple femme, avec un diplôme d'études secondaires, que pouvais-je enseigner aux autres ? Tu as une grande expérience du commerce, m'a rappelé Amélie. Toi et papa avez tenu une boutique pendant des décennies. Tu es aussi une excellente cuisinière, une tricoteuse. Tu connais beaucoup d'histoires sur notre ville. J'y ai réfléchi et j'ai décidé de tenter ma chance. J'ai postulé au centre social pour le cours Savoir-faire pratique pour la vie moderne. À ma grande surprise, ma candidature a été acceptée avec enthousiasme. Et encore plus surprenant, 15 personnes sont venues au premier cours des adolescents aux jeunes parents. À l'école, on nous apprend l'algèbre et la chimie, a dit une jeune mère. Mais personne ne nous explique comment planifier un budget, cuisiner un repas simple ou repriser des chaussettes. C'est ainsi que je suis devenue enseignante. Je donnais des cours 2 fois par semaine, partageant des compétences pratiques et une sagesse du quotidien. Voir les yeux de mes élèves s'illuminer lorsqu'ils apprenaient une nouvelle compétence était incroyablement inspirant. J'ai décidé de dépenser une partie de l'argent du procès, bien que Thomas n'en ait payé qu'une petite partie jusqu'à présent pour moi. Toute ma vie, j'avais économisé, épargné, me privant de petits plaisirs. Il était temps de vivre pour moi. Ma première folie a été un voyage en Italie, un rêve de toute une vie. Amélie m'a aidé à organiser un circuit de 2 semaines. J'avais peur de partir seule, alors Julien a suggéré que son fils aîné, mon petit-fils Miles, m'accompagne. Ce sera bien pour lui de passer du temps avec sa grand-mère et de voir le monde, a-t-il dit, et tu te sentiras plus à l'aise avec un compagnon. Ce voyage a été l'une des expériences les plus vives de ma vie. Voir le Colisée et le Ponte Vecchio, goûter de vraies pâtes italiennes et des gelatis, me promener dans les rues étroites européennes.
Tout cela semblait un rêve. Et partager ces impressions avec mon petit-fils, voir le monde à travers ses yeux, était particulièrement précieux. Tu sais, mémé, m'a dit Miles alors que nous étions assis dans un petit café à Rome, je pensais que les personnes âgées étaient ennuyeuses, mais tu n'es pas du tout comme ça. Tu es cool. J'ai ri. Merci, mon chéri. Mais souviens-toi, ce n'est pas l'âge qui rend les gens ennuyeux ou intéressants. C'est leur attitude envers la vie. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé que ma vie avait été complètement transformée. Ma maison n'était plus une forteresse tranquille de solitude. Il y avait maintenant des visiteurs fréquents, enfants, petits-enfants et de nouveaux amis du cercle de lecture et du centre social. Amélie, de retour à Paris, appelait tous les jours et venait une fois par mois. Julien et sa famille me rendaient maintenant visite tous les week-ends. Même Thomas a commencé à revenir lentement dans ma vie. Des appels courts au début, puis des visites peu fréquentes. Il avait pris un nouvel emploi plus modeste que le précédent, mais plus stable. Et il a commencé à rembourser sa dette, petit à petit. De petites sommes, mais régulièrement. Je n'attends pas que tu rembourses tout, lui ai-je dit un jour. Il est plus important pour moi que tu essayes de réparer tes torts. Il a hoché la tête sans me regarder dans les yeux. J'ai été un fils terrible. Tu as été une personne perdue, l'ai-je corrigé doucement. Et tu es toujours mon fils que j'aime. C'était le début d'un long chemin pour reconstruire notre relation, un voyage que nous étions tous les deux prêts à entreprendre. Nous n'avons pas parlé d'Éléonore. J'ai appris par Amélie qu'elle avait rompu les fiançailles le lendemain du procès, quand il est devenu clair qu'il n'y aurait pas d'argent pour un mariage somptueux. Un mois plus tard, elle s'est fiancée avec le fils du propriétaire d'une entreprise de construction locale, un jeune homme à la situation financière beaucoup plus stable que celle de Thomas. « As-tu eu mal ?» ai-je demandé prudemment à mon fils lorsqu'il m'a parlé pour la première fois de la rupture. « Ça a fait mal, a-t-il admis. Mais j'ai réalisé maintenant qu'elle ne m'a jamais aimé. Elle voulait un statut, un mode de vie que je ne pouvais pas lui offrir. Je n'étais qu'un moyen pour arriver à ses fins. Je l'ai serré dans mes bras, le sentant se détendre dans mes bras pour la première fois depuis longtemps. 1 an après le procès, ma maison était pleine d'invités. Nous fêtions mon 74e anniversaire, tous mes enfants, leurs familles, des amis, du cercle de lecture et du centre social. Même le juge Fournier est passé me féliciter. Vous avez été une source d'inspiration pour beaucoup dans notre ville, Madame Dubois, hâte, il dit en me serrant la main. Votre histoire a montré qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre pour soi. J'ai souri en regardant les gens autour de moi. Amélie discutant avec animation avec mes élèves du centre social. Julien jouant avec les enfants dans le jardin. Thomas assis tranquillement dans un coin, mais toujours là, faisant partie de notre famille. Miles montrant des photos de notre voyage à ses cousins. Une vie qui semblait finie il y a 1 an avait pris un nouveau sens et de nouvelles couleurs. Je n'étais plus seulement une mère, une grand-mère, une veuve. J'étais Adèle Dubois, une enseignante, une voyageuse, une animatrice de cercle de lecture, une femme qui avait enfin appris à s'estimer comme elle avait toujours estimé les autres. Je suis sortie sur la terrasse savourant l'air chaud du soir. Le coucher de soleil colorait le ciel de tours de rose et d'or. Le même Tours où j'avais vécu toute ma vie, la ville, qui me connaissait comme la femme d'Henri, la mère de 3 enfants, la propriétaire de la quincaillerie. Et maintenant, elle me connaissait comme une femme qui avait défendu son droit à sa propre vie. Amélie m'a suivie et s'est tenue à côté de moi, posant sa main sur mon épaule. « À quoi penses-tu, maman ?» J'ai souri en regardant le coucher de soleil. À comment parfois la fin d'une histoire devient le début d'une autre bien plus intéressante. Elle m'a serré fort dans ses bras et nous sommes restés ainsi à regarder le jour céder la place à la nuit et le passé à l'avenir.